Oui, évidemment, quand on regarde le symbole qui illustre une marque, on est touché à différentes parties de notre perception, mais je pense qu'il y a un impact qui se fait au niveau de l'inconscient et que l'on n'identifie pas toujours, et qui n'est pas forcément d'ailleurs volontaire de la part des créateurs de marques. Il y a dans le symbole un principe que moi j'aime bien regarder avec attention, c'est le principe d'économie symbolique. C'est un peu la même chose que dans les rêves, quand on parle de la condensation du rêve. L'idée, c'est qu'il vaut mieux un symbole pour dire beaucoup de choses que plusieurs symboles pour dire la même chose. Et c'est souvent ça qui a la plus grande efficacité. Parce que le symbole, s'il est suffisamment clair et suffisamment inspiré, il sera suffisamment efficace. Et c'est souvent peut-être un petit péché, une petite erreur de beaucoup de publicitaires de vouloir surajouter. Hein, c'est-à-dire, oui, on va le dire 2 fois comme ça, ou 3 fois comme ça, on va bien comprendre. Eh bien, finalement, peut-être au premier degré, oui, on va dire plusieurs fois la même chose, mais profondément, au niveau de l'impact du symbole dans l'inconscient, eh bien, ça fonctionnera beaucoup moins bien. Donc moi, c'est la première idée qui me vient à l'esprit, c'est ça, c'est le principe d'économie symbolique, dire le plus de choses avec le moins pas le moins d'images, mais le moins d'informations possible. Ça peut être une couleur, ça peut être un objet, ça peut être un certain graphisme, etc. La deuxième idée que vous me suggérez en me posant cette question, c'est que dans le symbole, vous avez quand même, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est le sens du mot symbole. Le sens du mot symbole, en grec, ça vient de la racine symbolein, qui signifie textuellement un objet qui a été cassé en deux et qui est réunifié à un moment donné, qui est réharmonisé. En fait, c'est ça un symbole. Hein, c'est quelque chose qui est cassé et qui est réunifié. Alors, bien sûr, l'idée de l'impact que peut avoir un symbole dans l'inconscient, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le symbole que je vois, que ce soit l'image, le graphisme, la couleur, etc., va avoir un impact, mais ça va surtout résonner avec une partie en moi qui est déjà prête à le recevoir. Comme si le symbole le plus efficace, c'était le symbole avec lequel une rencontre est possible, une véritable rencontre est possible. Je prends un exemple. C'est une des plus vieilles publicités du monde. C'est la publicité des boulangers dans la Grèce antique. Au départ, ce n'était pas du tout une publicité, c'était un signe indicateur pour informer les gens de quelque chose qui est en train de se passer. Vous allez voir. On a un mythe qui s'appelle le mythe de Méduse. Alors, c'est un chevalier, il s'appelle Persée, et ce chevalier doit tuer la Méduse, et Méduse, c'est un monstre terrible parce que quand elle te regarde, elle te paralyse, elle te transforme en pierre. Et donc personne ne peut la regarder de face. C'est pour ça qu'aucun chevalier n'a réussi à se débarrasser de Méduse. Alors ce qui s'est passé, c'est que Persée, lui, il a trouvé la solution. Il avait un bouclier très lumineux et il s'est approché de Méduse en marche arrière, en lui tendant son bouclier. Alors, Méduse s'est vue elle-même dans le miroir et Persée en a profité pour couper la tête de Méduse. Et il a pris cette tête de Méduse et il l'a mise sur son bouclier. Et chaque fois qu'il était en combat avec des ennemis, etc., eh bien, il n'avait pas besoin de sortir son arme. Il montrait le bouclier et toute l'armée ennemie était pétrifiée.
L'image, bon, elle est plutôt psychanalytique, mais la publicité a quelque chose à voir avec la psychanalyse, vous le savez. Hein, donc l'idée, c'était que lorsqu'on qu'on regarde sa propre image, du moins l'image de son ombre, de ce qu'on ne veut pas voir en soi, eh bien, il y a cette paralysie qui se met là. Eh bien, figurez-vous que dans la Grèce antique, on mettait des portraits de Méduse sur les fours des boulangers. Mais jusqu'à la période historique, hein, c'est-à-dire bien au-delà de la période mythologique. Pour pas qu'on ouvre le four pendant que le pain est en train de lever. Et alors les personnes qui passaient devant un four, s'il y avait l'image de Méduse, eh ben, ils faisaient un petit détour, parce qu'il y avait l'archétype effroyable qui était toujours là, mais en même temps c'était très pragmatique, parce que le danger, c'était d'ouvrir le four pendant que le pain était en train de lever. Et puis cette image s'est démultipliée et c'est devenu pendant très longtemps eh bien, le symbole de la boulangerie et des boulangers. Mais on a oublié pourquoi. Voyez. Donc très souvent, on a perdu un peu l'origine de l'impact symbolique, même dans une publicité, hein, d'une couleur ou d'un graphisme particulier, le dessin d'une lettre qui va ressembler à, je ne sais pas, la forme d'une galaxie ou quelque chose, ou un serpent par exemple. Hein. Et cela nous demande bien sûr de remonter un peu dans les sources. C'est pour ça que les créateurs de publicité, moi je crois que dans les études de publicité, la première chose qu'on doit apprendre, c'est le travail sur l'inconscient collectif, le travail sur la mythologie, le travail sur les archétypes, sur l'histoire de notre civilisation, etc. Pensez par exemple au blason. Ben voilà, le blason, au départ, au Moyen-Âge, eh bien c'était des marques d'identité. Hein, c'était comme des publicités, si on veut, une marque, mais individuelle. Voilà, donc on avait, alors ça pouvait être aussi des marques collectives. Hein, c'était les blasons, voilà, le lion de telle famille, l'aigle de telle famille. Mais il y avait aussi des armoiries individualisées. Et lorsque on présentait son blason, très construit, avec des règles extrêmement intéressantes, entre les couleurs, les animaux, les animaux totems, les fleurs, les végétaux, c'était extrêmement construit, extrêmement lié à l'histoire de la famille. Et lorsqu'on présentait son blason, ses armoiries, on disait quelque chose sur soi. On racontait une histoire, on était relié à une mémoire. Eh bien, figurez-vous que depuis quelques dizaines d'années, et depuis peut-être un peu plus même, les blasons reviennent dans le langage de la publicité. Alors, nous, on a l'habitude de voir des armoiries dans les clubs de rugby, les universités, bon, qui sont souvent représentés par des armoiries. Mais le vin, la bière, ce sont des produits qui se vendent essentiellement grâce à des logos qui ne sont pas des logos, ce sont des armoiries. Et les voitures, tous les logos automobiles sont des résurgences des armoiries médiévales. Le losange de Renault, les chevrons de Citroën, l'écartelé d'argent et d'azur de BMW, le cheval de Porsche. Et on pourrait continuer pendant... Même le symbole, voyez-vous, le symbole de Opel. Le symbole de Opel, cette espèce d'onde, vous voyez, vous savez au départ ce que c'était? Eh bien c'était Zeppelin. C'était cet extraordinaire ballon dirigeable qui a fait la gloire de l'Europe au début de l'aviation. Tout le monde considérait, c'était le progrès de scientifique extraordinaire. Opel a tout de suite intégré le symbole de ce ballon dirigeable et en a fait le symbole de la voiture. Et puis Zeppelin est tombé, a brûlé, il y a eu des morts, c'était une catastrophe, et Opel était très embêté. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils ont commencé à styliser le dessin du dirigeable, et aujourd'hui il reste juste une onde, une sorte de Z horizontale, et tout le monde a oublié que c'est une représentation conceptuelle des plus grands progrès qui existent dans la science. Regardez la voiture Saab, par exemple. Là aussi, on est dans un symbole incroyable. Parce que, bon, des Saab, il n'y en a plus beaucoup, mais ça a été quand même une voiture mythologique. Eh bien, le symbole de Saab, c'est un griffon.
Et c'est quoi un griffon? C'est un lion qui a une tête d'aigle. C'est un monstre mythique qu'on retrouve dans Harry Potter, qu'on retrouve dans beaucoup de légendes initiatiques et autres. Pourquoi? Parce que Saab fait des moteurs de voiture, mais il fait aussi des moteurs d'avion. Donc, puissant sur la terre, puissant dans le ciel. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas mettre deux symboles. On ne va pas mettre un lion, Peugeot l'a déjà fait. Le lion de Peugeot, c'est vraiment un lion héraldique. Hein. Donc, eh bien, on va faire un lion qui a une tête d'aigle, et ça existe dans les représentations fantastiques de l'imagerie populaire. Et donc voilà comment, finalement, un personnage mythique, comme le griffon, on l'appelle comme ça, devient le logo publicitaire d'une voiture comme Saab, d'un avion comme ça. Alors, vous comprenez bien que la façon dont fonctionne le symbole et la façon dont on va l'élaborer et le penser dans un projet commercial, un projet de marketing, etc., ça ne peut pas être le fruit du hasard, c'est une élaboration. Or, sur quoi on va se modéliser? Où est-ce qu'on va apprendre à faire fonctionner le symbole? Il n'y a pas d'école du symbole, au sens universitaire. Et c'est pour ça que nous, en Roumanie, maintenant, on a développé le RAP, hein, le référentiel d'archétype personnel, qui nous permet de travailler sur une meilleure compréhension de soi-même et une meilleure compréhension de la vie que l'on mène. Hein. Et ce RAP, il s'appuie essentiellement sur les images présentes dans le tarot, et donc on étudie la symbolique du tarot. Or, il faut savoir que le tarot, c'est probablement le catalogue de symboles le plus élaboré que l'histoire de l'homme n'a jamais conçu et créé. Donc le fait de travailler le tarot, de comprendre comment c'est structuré, comment ça a été élaboré, est une excellente façon de travailler la symbolique des couleurs, des formes, des animaux, des fleurs, et de comprendre l'impact que le symbole peut avoir sur l'inconscient humain. Donc voilà, je vous invite à venir découvrir le RAP, le tarot, et on est là encore pour quelque temps à donner ces enseignements en Roumanie.